bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. En Afrique, les jeunes jouent un rôle déterminant dans l'espace public. Ils sont de plus en plus engagés dans des mouvements ou partis politiques au sein d'organisations de la société civile ou promeuvent un certain engagement citoyen au service du climat, de la démocratie ou encore des droits et libertés. Cette jeunesse contribue ainsi au renouveau, à la transformation et à la vitalité démocratique à travers des actes citoyens et politiques forts. Quelle contribution des jeunes Africains dans le débat public en démocratie? Comment renforcer les moyens d'action de cette jeunesse pour en faire de véritables acteurs du changement? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, on restera avec cette jeunesse qui constitue plus de la moitié de la population africaine, un élément démographique essentiel qui doit également guider les politiques de développement social, politique et économique, entre autres. En effet, ces jeunes jouent un rôle déterminant dans la consolidation de l'état de droit et dans la promotion de la bonne gouvernance, mais ils doivent davantage être formés, renforcés et soutenus. Quelle responsabilité de la jeunesse africaine dans la consolidation de l'état de droit? Quel rôle des jeunes dans le renforcement des institutions? Le développement en seconde partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Joël Nathan Ombago, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci Daouda, c'est un plaisir d'être ici. Et plaisir partagé. En face de vous, nous avons M. Latir Tine, docteur Latir Tine. Je rappelle que vous êtes chercheur en paix et sécurité. Merci également Latir d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et j'en reviens à Joël. Joël, quelle lecture déjà est-ce que vous faites de cet engagement militant de plus en plus croissant des jeunes Africains, que ce soit un engagement militant dans le contexte politique ou bien même un engagement militant dans des mouvements citoyens? Alors, merci pour la question. Je crois que c'est à féliciter déjà d'un premier point de vue. Et la deuxième chose essentielle, c'est de noter que cet engagement-là naît quand même d'une prise de conscience. Une prise de conscience majeure au niveau des sous-régions, déjà des petites communautés, mais au niveau, on va dire, au niveau continental même. La jeunesse a compris que l'avenir de demain nous appartient et que nous devons travailler maintenant, nous devons participer et prendre une part active. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des politiciens qui sont des jeunes. Pour citer le cas du capitaine, du côté du Burkina, c'est des jeunes qui prennent des responsabilités, qui prennent leurs responsabilités et qui montent au créneau quand ça ne va pas, mais même quand ça va, qui participent et c'est déjà beaucoup mieux. Et aujourd'hui, sur ce volet politique-là dont vous parlez, que pensez-vous du rôle aujourd'hui que jouent les jeunes au sein de leur formation politique? Est-ce qu'aujourd'hui, leur place est réellement reconnue au sein de ces formations politiques-là? La place reconnue, je crois que cette place-là même ne fait pas qu'être reconnue, elle s'impose par elle-même. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est la grande majorité. Donc aujourd'hui, des jeunes leaders attirent des jeunes comme eux. Donc si on a besoin d'une population active et militante, on a besoin de jeunes leaders pour attirer cette population-là. Donc je veux dire que cette place-là s'impose par elle-même aujourd'hui dans le clivage politique. Et Latir, sur le plan politique, nous y restons également. Nous voyons très souvent des organisations comme la vôtre ou bien d'autres également former aujourd'hui ces jeunes-là politiques sur des questions de leadership politique, de gouvernance, d'état de droit, de questions de droits et libertés également. Vous concernant, pourquoi le choix aujourd'hui de renforcer davantage les compétences de ces jeunes? Au fait, les jeunes réclament leur place dans les instances de prise de décision. Je pense qu'avant de réclamer sa place dans ces instances-là, il faut se former. C'est impératif et c'est important. Et c'est vrai que de manière générale, les jeunes sont beaucoup plus formés aujourd'hui qu'avant. Si par exemple vous prenez des jeunes de 25 à 40 ans comparé à des adultes de 55 ans et plus, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont diplômés que d'adultes qui sont diplômés. Ça veut dire que le niveau d'études, si tu le regardes, aujourd'hui, ça c'est une réalité. Mais paradoxalement, dans les instances de prise de décision, comme dans le secteur de l'emploi, il y a plus d'adultes que de jeunes. Donc il y a un problème qui se pose. Ça veut dire qu'il y a une formation, c'est vrai, mais parfois la formation elle est plus académique que liée au leadership, à l'engagement politique, l'engagement social, etc. Et c'est maintenant dans ces domaines-là que les jeunes doivent être renforcés et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'il faut remarquer par ailleurs, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, l'engagement même de la jeunesse change de forme. Si vous prenez l'engagement politique,
on voit de moins en moins de jeunes qui s'engagent sur le plan politique. Parce qu'au fait, le truc est que, il l'a dit, aujourd'hui, au sein des partis politiques, la place des jeunes, c'est quoi? Dans tous les partis politiques, on voit groupement des jeunes de tel parti, groupement des femmes de tel parti. Au moment où les adultes hommes sont en train de compétir pour occuper les instances qui leur permettent d'être électifs ou semi-électifs, les jeunes sont en train de se lutter, de se battre pour occuper les têtes des associations, des associations de femmes. Ça aussi, c'est un problème. Maintenant, quand il s'agit de mobiliser, c'est eux qui sont les plus forts. Et c'est ceux à qui on appelle, quand il s'agit de se battre, de s'entretuer dans la rue pour défendre les couleurs du parti, c'est eux qui descendent. Mais malheureusement, quand il s'agit d'élire des personnes, c'est les adultes qu'on élit. Ce qui fait que les jeunes, aujourd'hui, il y a un éveil de conscience chez les jeunes, qui fait qu'ils sont de moins en moins engagés politiquement. Par contre, l'engagement change. C'est ça qu'on appelle l'engagement civique maintenant qu'on retrouve chez les jeunes. On retrouve chez les jeunes des gens... Mais avant d'en venir à l'engagement civique, Latir, est-ce qu'on ne va pas rester avec l'engagement citoyen aujourd'hui? Vous le rappeliez tout à l'heure, ces jeunes sont utilisés souvent pour mobiliser, ces jeunes sont utilisés pour les manifestations et autres, mais souvent quand il s'agit d'organes de prise de décision, ils ne sont pas tout à fait pris en compte. Est-ce que cela ne doit pas également justifier, plutôt qu'aujourd'hui, de délaisser le champ politique et de s'orienter vers le champ citoyen ou civique? Est-ce qu'il ne faudrait pas également se battre pour gagner leur place au sein de ces instances de décision-là, puisque ces jeunes représentent d'ailleurs la majorité-là, cette majorité élective? En fait, parfois, moi, je me dis qu'il n'y a aucune chance qui est laissée aux jeunes. Je donne un exemple. Je me dis parfois que toutes les lois sont légales, mais elles ne sont pas forcément justes. Je prends l'exemple des constitutions africaines. La plupart des constitutions, ils disent que pour être président, il faut avoir 35 ans. Alors que qui est jeune, c'est celui qui est âgé de 18 à 35 ans. Ça veut dire qu'un jeune n'a pas une chance d'être un président de la République en Afrique. Parce que la Constitution l'interdit d'être un président. Ici, on ne parle pas, l'âge n'est qu'un chiffre, on ne parle pas d'expérience. Ça veut dire que si à moins de 35 ans, vous avez occupé toutes les fonctions, président de l'Assemblée nationale, ministre de tel, député, alors que vous n'avez pas 35 ans, vous ne pouvez pas être président. Et pour dire que c'est une discrimination, un adulte qui a 90 ans peut être président. Un paysan qui quitte son village, qui n'a jamais été à l'école, tant qu'il n'a pas de problème avec la justice, peut se revenir être un président parce qu'il a 35 ans. Ça veut dire que ce n'est pas une question d'expérience, une question de diplôme, mais c'est une question d'âge. Ça veut dire que c'est un chiffre qui dit que vous, les jeunes, vous n'avez pas le droit. Ça veut dire que, et malheureusement, si vous regardez aujourd'hui en Afrique, les plus jeunes présidents en Afrique, les plus jeunes, je veux dire que c'est le Burkinabé, c'est le Tchadien, c'est le Malien, c'est le Sénégalais, c'est peut-être le Gabonais. Je pense que c'est le fait de restreindre cet espace-là aux jeunes leur donne la possibilité de chercher ailleurs. Et c'est ça qui n'est pas normal. Et est-ce que ce qu'a soulevé tout à l'heure Latir, est-ce que Nathan, cela ne doit pas inviter également à revoir cette place-là qui est accordée aux jeunes au sein de ces espaces-là et au sein de ces formations politiques? Puisqu'il l'a rappelé, la plupart de nos constitutions aussi, l'âge minimum en tout cas requis pour être président, c'est 35 ans. Dans les organisations et autres formations politiques également, à partir au-delà de 35 ans, vous ne pouvez plus intégrer les organisations de jeunes, vous allez au sein d'autres structures. Est-ce que cela ne doit pas inviter à davantage revoir aujourd'hui les positions de ces jeunes au sein, en tout cas, des instances de décision? Alors là, quand même, comme a souligné le docteur, le problème se pose à la considération que l'on donne aux jeunes. C'est-à-dire que on considère évidemment les jeunes quand il est question de la mobilisation, d'aller sur les réseaux et faire le mouvement, mais pas pour décider. Donc, à ce niveau, il y a deux problèmes. Le problème de la confiance de ceux qui sont en face, qui sont déjà sur les positions, mais aussi le problème de l'engagement des jeunes pour avoir leur place au sein des instances décisionnelles. Un jeune engagé civiquement et citoyennement mérite une place dans les points décisionnels. Qu'à cela ne tienne, il faut d'abord s'affirmer. Après, je crois que le système aussi parfois a besoin d'un peu de graisse pour que ça fonctionne et que les jeunes trouvent leur place au soleil. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait d'abord que la jeunesse même se valorise dans ses compétences, dans sa manière de faire, dans l'application de ce qu'elle fait pour être positionnée aux instances décisionnelles. Que la jeunesse même se valorise, s'affirme. Est-ce que là également n'est pas le point surtout essentiel, à savoir le fait de s'affirmer, de prendre ses responsabilités? Il a cité tout à l'heure quelques présidents jeunes sur le continent africain. On peut prendre l'exemple du Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui est passé par la voie des urnes aujourd'hui et qui a convaincu une bonne partie de la jeunesse qui lui ont donné cette majorité absolue-là dès le premier tour. Donc est-ce que ce n'est pas également à ces jeunes leaders qui aspirent en tout cas à gouverner aujourd'hui de cultiver ce leadership-là pour arriver à ce stade-là de gouvernance au sein de leur pays?
Alors là, par exemple, le cas du Sénégal et de notre président est quand même ambivalent. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est que c'est la masse populaire d'abord qui a choisi ce jeune-là. Donc ce jeune et tout son système, parce qu'on va dire que le PASTEF aussi est un système de jeunes qui fonctionne. On a vu même leurs candidats aux législatives, et c'était des jeunes. Donc c'est d'abord aussi des jeunes, une volonté de jeunes, la masse de jeunes qui a positionné des jeunes. Je crois que c'est peut-être le modèle à suivre, que les autres aussi pays peuvent suivre, au-delà des coups d'État. Donc c'est un modèle à suivre. La jeunesse peut porter d'autres jeunes à devenir des dirigeants. Donc là, on a déjà un cas d'exemple. L'autre chose essentielle aussi, c'est que le président Diomaye a montré aussi ses capacités avant. C'est pour ça que je parlais de compétences. Dans son domaine, c'était un expert. Et tous ceux qui sont avec lui dans son équipe, c'est d'abord des experts. D'accord? On voit le Premier ministre lui-même est un expert dans son domaine au préalable. Donc, je disais tantôt qu'il y a aussi le fait de marquer la différence par la compétence. Parfois, la jeunesse aussi brille, vous arrivez à mobiliser, mais quand on parle, il a parlé de la formation, sur le plan des compétences, vous avez les diplômes, mais il y a un problème de compétences. Les compétences ne sont pas arrimées aux besoins pratiques du fonctionnement, que ce soit administratif, que ce soit même entrepreneurial, que ce soit dans le plan des services, et de la vente des biens et services. Donc, il faudrait arrimer aussi les compétences sur le papier à ce que l'on fait dans la pratique. Si l'on reste sur la question de la formation que tous les deux vous soulevez depuis tout à l'heure, Latir, à votre avis, les écoles du parti jouent-elles toujours aujourd'hui ce rôle de formation de leurs militants? En fait, ça, c'est les partis classiques qui le faisaient et qui ne le font plus malheureusement. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir... Mais pourtant, ces écoles du parti existent toujours, même dans les nouveaux partis ou bien les partis actuels. En fait, ça, c'est le cas, c'est ce qui existe. Mais est-ce que ces écoles sont fonctionnelles? C'est ça le problème. Je pense qu'il faut remercier la société civile. La plupart des formations qui sont délivrées aux jeunes qui sont dans les partis politiques, c'est fait par les organisations. C'est d'ailleurs l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec Gorée Institut, Frédéric Ebert, Konrad Adenauer. Exactement. Tous ces mouvements de leadership, les cibles, c'est soit les jeunes qui sont dans les partis politiques ou soit les jeunes qui sont engagés sur le plan civique. Et ça, c'est important. Ça veut dire que la société est en train de jouer un rôle que les partis politiques devaient jouer. Et maintenant, il va falloir que maintenant qu'on ait un système qui permet à ces partis politiques-là de s'organiser de sorte qu'à pouvoir appeler cette société civile-là pour qu'ils les aident sur la formation politique de ces jeunes-là. Au-delà de ça, il y a un autre aspect qui est important et qui n'est pas tout le temps souligné. Il va falloir maintenant qu'on réfléchisse sur comment est-ce qu'en tant que jeune, on peut se positionner, de sorte à pouvoir faire de la politique et à pouvoir conquérir le pouvoir par les urnes. Ça aussi, c'est important. Réfléchir à des systèmes beaucoup plus inclusifs et qui prennent en compte aujourd'hui ces différentes catégories qui forment la société. Et je le disais en introduction, les jeunes africains sont aussi très engagés au sein d'organisations de la société civile pour promouvoir un certain engagement citoyen et même que ce soit au service du climat, de la démocratie ou même des droits et libertés. Quelle lecture est-ce que vous faites également de cet engagement au sein de la société civile et dans des mouvements associatifs citoyens? Depuis tout à l'heure, nous parlions de leur engagement politique, maintenant leur engagement citoyen et même associatif. En fait, je disais au début de mes propos que l'engagement a changé de forme. Les jeunes se désengagent plus ou moins de la politique maintenant et s'engagent en tant qu'acteurs de la société civile, en tant qu'acteurs civiques. Donc parce qu'ils se disent que c'est au moins un espace dans lequel je peux m'affirmer, je peux dire ce que je pense, je peux savoir que j'ai de l'utilité pour la communauté. Parce qu'au sein des partis politiques, on l'a dit tantôt, ils sont relégués au second plan. Ils sont là pour la mobilisation, pour la lutte, pour se battre, etc. et pour s'entretuer. Mais quand il s'agit d'être dans des positions pour être élus, ils ne sont pas là. Alors que dans les associations, dans les organisations de la société civile, ils savent que là, ils peuvent se positionner. Ils peuvent occuper des postes qui leur permettent de prendre des responsabilités et de jouer le rôle qu'il faut dans la communauté. Et ça, c'est important. Nous, par exemple, nous travaillons sur ce domaine-là. Nous accompagnons beaucoup de jeunes qui sont dans les organisations de la société civile. Et on voit qu'il y a un engagement qui est très fort. Aujourd'hui, il suffit pour un jeune d'avoir son association, d'avoir son compte Facebook, de pouvoir s'affirmer, de dire « Ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je le publie ». C'est ma manière de contribuer un peu à la gestion de la cité. Ça veut dire que la politique n'est pas le seul tremplin pour participer. Il y a aussi d'autres moyens pour participer. Parfois, on dit que la politique, c'est une manière de s'enrichir, etc. Alors qu'en tant que jeune qui veut s'engager citoyennement, je pense qu'utiliser les moyens civiques aussi sont aussi une manière donc, de contribuer à la gestion de la cité. Et cet engagement également pour ces jeunes, c'est aussi une forme de don de soi également pour eux, pour leur communauté respective. Et comment de telles initiatives, Nathan, peuvent contribuer aussi à renforcer cette culture citoyenne et ce civisme-là chez les jeunes? Alors, c'est déjà louable que les jeunes s'engagent dans les missions civiques, mais encore plus si les politiques, je veux dire,
pouvait aussi accompagner ces jeunes-là dans ces missions-là. Mais quelque chose de fondamental, c'est que l'engagement civique et citoyen donne une voix aux jeunes que la politique ne peut pas leur donner. Et aujourd'hui, avec la prolifération des réseaux sociaux et des médias sociaux, ça fait que non seulement on peut avoir une voix, mais aussi on peut agir. Moi, j'encouragerais les jeunes à prendre beaucoup plus de pas sur ce. Pourquoi? Parce que si je suis un bon acteur de la société civique, je peux être un bon politicien. Parce que si je me suis engagé alors que je n'avais pas de responsabilité politique, je peux mieux m'engager si on me donnait une responsabilité, on me donnait un poste à responsabilité, on me donnait les moyens pour faire ces actions-là. Donc, on devrait mettre beaucoup plus en place ces actions civiques-là pour permettre aux jeunes d'avoir des responsabilités. Pourquoi pas aller vers les prisonniers, aller vers les orphelins, vers les veuves, faire des actions civiques et voir leur engagement et peut-être sur cette base-là aussi, décider de les choisir sur les postes décisionnels. Ça, ce serait important et ce serait pratique. Et comment aujourd'hui cet engagement-là que vous avez cité tout à l'heure, comment cela peut contribuer aussi à renforcer ce leadership-là chez ces jeunes et même cet esprit ou bien cette culture civique-là chez les jeunes? Oui, déjà, la première manière, c'est que cela crée un sentiment de nationalisme et de citoyenneté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça crée un véritable engagement en termes d'action. Parce qu'en réalité, on a aussi ce problème-là. Les gens cherchent parfois des positions, des postes, comme on dit, mais pas les actions qui accompagnent les postes. Donc, on a la fonction, mais on n'agit pas selon les besoins de la fonction. Donc, quand on est dans une société civique où les jeunes sont engagés déjà sans avoir des postes, ça veut dire qu'on est sûr qu'ils sont en train de travailler sur leur esprit, leur mental. Et ça aussi, ça devient une formation pratique. Et ça, c'est très important. Une formation pratique parce que le jeune commence à se former sur les questions de leadership. Il est au contact d'autres jeunes. Il parle, il apprend à s'exprimer, il apprend à gérer une équipe, il apprend à combiner avec les autres. Ça, c'est une formation pratique, parfois sans passer par l'école, sans passer par des formations théoriques. Et ça, c'est important. Et si l'on reste avec cette formation pratique-là, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, Latir, votre organisation accompagne beaucoup également ces organisations de jeunes qui sont acteurs de la société civile. À quoi consistent ces accompagnements aujourd'hui de ces jeunes au niveau de ces instances de la société civile? Par exemple, je prends un exemple de ce qu'on appelle chez nous le plaidoyer. Nous accompagnons ces jeunes-là à faire ce qu'on appelle le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est ils regardent certains aspects de la société qui concernent les jeunes et en faveur des jeunes qu'ils portent maintenant auprès de l'autorité. Vous savez, la politique consiste à être à la place où les jeunes se rapprochent de vous pour que vous puissiez accompagner une décision qui est prise par les jeunes en termes de plaidoyer. Mais eux, la position change chez eux. Ça veut dire que ce n'est pas ceux vers qui on va pour prendre une décision, mais c'est eux qui vont vers l'autorité pour prendre une décision. Ça veut dire que nous les accompagnons à choisir des thématiques qui concernent les jeunes, à savoir tout ce qui est restriction de l'espace civique, à faveur des jeunes, la participation politique des femmes et des jeunes dans les sociétés sahéliennes, africaines de manière générale, et un peu tout ce qui est restriction de l'espace civique, tout ce qui est la technologie civique, l'utilisation des outils technologiques pour renforcer la bonne gouvernance et la démocratie. Tout ça, c'est des outils qu'ils peuvent utiliser, c'est des thématiques sur lesquelles eux, ils travaillent et on les fait accompagner par des universitaires, des professeurs d'université reconnus pour qu'ils puissent produire des documents de plaidoyer. Maintenant, ces documents de plaidoyer serviront de documents de prise de décision politique. Ça veut dire que si, par exemple, vous travaillez sur un document sérieux qui concerne l'utilisation de la technologie civique pour renforcer la bonne gouvernance et la démocratie, ça peut pousser l'autorité à utiliser votre document pour prendre une décision politique. Et ça, c'est une manière pour les jeunes de contribuer à la prise de décision politique. Et cela peut même contribuer à faire bouger les lignes grâce à ce document de plaidoyer produit par des jeunes. Et comment cet engagement militant aujourd'hui des jeunes peut contribuer aussi à l'animation et à l'épanouissement des organisations de la société civile? Mais attends, nous, c'est notre rôle. On est des organisations politiques, mais pas partisanes, bien sûr, mais qui accompagnons l'État dans sa politique. Et nous ne sommes ni de l'opposition ni de l'État, mais nous sommes un tampon de l'opposition de l'État, nous sommes les médiateurs. Et ça veut dire que si nous accompagnons ces jeunes-là, ça contribue un peu à avoir des politiques publiques qui sont en faveur de ces jeunes-là. Et ça, c'est une manière pour l'organisation de la société civile de jouer son rôle en tant qu'entité régulateur du système de gouvernance au Sénégal comme partout ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est une manière pour nous de se positionner, de dire que nous avons contribué en faisant ceci, parce que je le disais tantôt, le travail que nous faisons pour accompagner l'État dans sa politique. La
la politique de la jeunesse que l'État à lui seul ne peut pas faire cette politique-là. La politique, les organisations de la société civile, à travers les sous-financements que nous recevons de nos partenaires, nous accompagnons l'État dans sa politique publique en formant les jeunes. L'État ne peut pas former. Même les partis politiques de l'Islando ne peuvent pas former tous les jeunes des partis politiques. C'est qui est ce rôle de régulateur et de médiateur que jouent les acteurs de la société civile. Absolument. Et selon vous, Nathan, quelle place ou bien quelle implication des jeunes dans le débat public, surtout dans les sociétés démocratiques? Alors, la place des jeunes dans le débat public, il faut encore revenir à quelque chose de fondamental. On disait, c'est la formation. Parce qu'être capable de parler, avant d'être capable de parler, il faut savoir lire. Quand on dit savoir lire, c'est savoir lire les faits sociaux, c'est savoir lire les réalités culturelles, savoir lire les réalités politiques. Donc, il y a l'importance de cette lecture avisée. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui est assez outillée, c'est une question qui reste ouverte, assez outillée pour être capable non seulement de lire comme il faut, mais être capable de retransmettre ce qu'elle ressent après avoir lu? Ça, c'est la première question. Donc la place de la jeunesse dans ce débat public-là, c'est une place de dire nous avons des réalités. Mais comment les transmettre? Comment faire écouter notre voix? Parce que nous vivons ces réalités-là et nous sommes la grande majorité. Donc ça, c'est déjà la première chose essentielle. La deuxième chose essentielle, c'est que nous sommes aussi l'avenir. Parce que notre voix doit être entendue, parce que le domaine qu'on est en train de préparer, c'est le domaine de la jeunesse. Donc, il y a plus d'utilité à nous écouter maintenant, parce que les 10 ans qui arrivent, ce sera pour nous. Les 15 ans qui arrivent, ce sera pour nous. Donc, il y a cette part importante et active de la jeunesse dans ce débat public. Maintenant, est-ce que les places qui sont données, est-ce que les voix s'entendent vraiment? Ça, c'est la question que l'on peut se poser. Et ce qui en appelle aujourd'hui à renforcer les moyens d'action de ces jeunes-là pour en faire de véritables acteurs du changement. Et en seconde partie de l'émission Le Débrief, il sera question de parler également de la contribution aujourd'hui de ces jeunes dans la consolidation de l'état de droit. Et c'est tout de suite. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Latir, en tant que chercheur en paix et sécurité et docteur en sciences politiques, si je vous dis jeunesse, démocratie, état de droit, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Ce qui me vient à l'idée, c'est le contrat social que les jeunes signent avec nos gouvernants et qui malheureusement ne sont pas respectés par nos gouvernants. Donc parce que état de droit, moi je l'oppose à l'état politique. À l'état politique dans la mesure où dans un état de droit, la loi elle s'applique à tout le monde. Alors que dans un état police, la loi ne s'applique qu'aux faibles et pas aux forts. Ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir ne sont presque pas concernés par les lois. C'est une justice à double vitesse. Et maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique, depuis une manière générale, c'est qu'il y a un contrat social qui est signé. Ce n'est pas un papier qui est signé, mais c'est des engagements qui sont pris par nos gouvernants. Je le disais tantôt pour le Sahel, je disais que c'est les jeunes qui font tomber les régimes et ces militaires qui prennent le pouvoir. En politique, c'est la même manière. Lors d'une campagne électorale, vous avez un programme, c'est un engagement. Vous avez un programme, c'est un contrat que vous avez signé pour ceux qui ont voté pour vous élire. Et si maintenant, après avoir été élu, vous ne respectez pas ces termes-là, vous n'avez pas respecté les contrats sociaux que vous avez signés avec ceux qui ont voté pour ceux que vous ont mis au pouvoir. Donc, état de droit et jeunesse, je pense que c'est une manière pour moi de dire que les jeunes sont parfois victimes de beaucoup de choses. Les jeunes sont parfois victimes d'une injustice. Quand on voit l'insécurité de manière générale, aujourd'hui, qui sont ceux qui se font tuer par les terroristes? C'est les jeunes. Ceux qui prennent l'engagement de se faire sauter même, c'est des jeunes. Les plus grandes victimes de ces groupes terroristes, c'est des jeunes. Et c'est les jeunes aussi qui pensent, c'est les jeunes qui sont tués. Et c'est les jeunes qui pensent se battre pour un idéal. Et malheureusement, cet idéal-là est inexistant, malheureusement. Donc, il va falloir maintenant qu'on essaie de voir la place de ces jeunes-là dans un système judiciaire où l'état de droit est respecté. Et par rapport à cette place-là, quelle lecture est-ce que vous faites de leur participation active dans la consolidation de cet état de droit que vous avez expliqué tout à l'heure? En fait, vous savez, les institutions de la République, c'est bon d'avoir de bonnes institutions, des institutions fortes, comme le disait Obama. Mais à travers ces institutions aussi, il va falloir qu'il y ait une représentativité dans ces institutions-là. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, je disais tantôt, est une institution très forte. C'est un des piliers du pouvoir. Maintenant, si on a des assemblées nationales où il n'y a pas une bonne représentativité des jeunes, est-ce qu'on peut dire que les jeunes peuvent s'affirmer? Est-ce que les politiques qui prennent en compte les jeunes sont... C'est ça le problème. Si, par exemple, je prends l'exemple du Sénégal,
je ne vais pas prendre l'exemple de la jeunesse, je vais prendre l'exemple des femmes. Depuis qu'il y a cette loi de la parité au Sénégal, où se retrouve à presque 50% de femmes, il n'y a aucune loi à l'Assemblée nationale qui a été portée par une femme. Vous voyez donc à quoi ça sert cette présence des femmes-là au sein de l'hémicycle? Mais est-ce que cela ne revient pas? Mais là, c'est une question de responsabilité individuelle. Exactement, je vois en venir. Ça ne revient pas à la nécessité de cette formation-là. Maintenant, là où je veux en revenir, c'est ce qu'on appelle la participation pour participer. En fait, la notion de parité, c'est bien. Je n'ai rien contre la parité. Mais il va falloir maintenant qu'on essaie de voir qui on met dedans. Je vous dis un petit exemple. C'est une anecdote que je raconte comme ça. Actuellement, on est en train de faire la sélection sur le GAELA. Et il nous faut avoir 50% de femmes, 50% d'hommes. Et la dernière fois, on s'est dit, OK, si par exemple, dans un pays, on doit prendre 5, école du 1er au 20e, c'est que des hommes. La première femme, elle est 21e. Il va falloir maintenant qu'on prenne deux hommes, qu'on sorte, c'est pas 15 ou 16 hommes, qu'on aille prendre une femme qui est placée 21e. Est-ce que vous voyez? Donc pour dire que parfois il y a une représentative qui est là, mais il va falloir maintenant qu'on ne soit pas là que pour faire respecter, parce que les États aussi qu'ils veulent, c'est qu'on a 50% de femmes dans l'Assemblée nationale, on a 50%, ça c'est l'État se voit. Il dit que moi j'ai respecté les normes internationales en matière de parité au niveau de mes institutions. Mais quelle femme? Quel jeune? Il a parlé tantôt de la formation, c'est important. Il va falloir, il ne suffit pas d'avoir des jeunes qui sont là pour dire qu'on est des jeunes, mais il faut que des jeunes qui pèsent sur la balance. Des jeunes qui pèsent sur la balance et des jeunes qui soient conscients également des enjeux également et de ces attentes-là par rapport aux positions qu'ils occupent également. Et selon vous, Nathan, quelle responsabilité de la jeunesse pour la consolidation de cet état de droit-là? Alors, la première responsabilité de la jeunesse, c'est des lanceurs d'alerte. Lanceurs d'alerte, c'est important parce que ça, c'est la première chose que l'on peut faire naturellement. Même au-delà des compétences. Sans être compétent, on peut lancer l'alerte, attirer l'attention sur, par exemple, comment ça s'appelle, la mortalité infantile. Vous concernant, vous entendez quoi par lanceur d'alerte? Parce que l'expression est également de plus en plus galvaudée. Ok, quand je dis lanceur d'alerte, c'est simplement faire remonter les problèmes de la jeunesse, les problèmes même des citoyens, parce que les jeunes peuvent être la voix des citoyens en général, pas que de la jeunesse, donc la voix des enfants, la voix des femmes, etc. Donc être la voix du peuple auprès des instances décisionnelles, donc auprès des institutions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est être des observateurs, mais des observateurs actifs. Parce que aussi, il a dit quelque chose, c'est qu'on peut choisir des gens pour être des participants, mais des participants qui sont passifs. Ils sont participants, mais ils n'ont pas les moyens techniques ou les moyens intellectuels, les capacités en termes de compétences pour être des acteurs. Pourtant, ils sont présents et participants. Donc, être des observateurs, mais des observateurs participatifs et actifs. Ça, c'est aussi un point important. Le troisième point que je peux évoquer, c'est le fait que la jeunesse soit cette plateforme-là, cette base solide, à cause de son nombre et de sa vigueur, celle qui peut expérimenter des choses. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'avec la jeunesse, on peut essayer, échouer et réessayer. Parce que les jeunes ont du temps. Or, excusez-moi l'expression, les plus âgés n'ont pas forcément ce temps-là. Ils sont dans le pragmatisme, dans le délai. Mais les jeunes peuvent essayer. On peut essayer une loi sur 5 ans. Ça ne marche pas. On fait autre chose, ou on améliore, ou on essaie de galvaniser la loi. Donc, ce que je veux dire, c'est que si la jeunesse est active de cette manière-là, on peut renforcer notre place dans le débat public, mais aussi dans la démocratie et dans l'état de droit. Une façon de dire que les jeunes peuvent apprendre de leurs erreurs, se corriger et se perfectionner davantage. Et selon vous également, quelle place doivent occuper la formation et l'éducation civique pour le développement d'une jeunesse bien outillée et surtout conscient des enjeux contemporains, puisque Latir l'a rappelé tout à l'heure, pas seulement des jeunes qu'on met là juste pour le nombre, mais des jeunes qui soient conscients des enjeux également de l'heure. Là c'est là où le bas blesse, parce que justement, cette notion de conscience est fondamentale. Mais quelle conscience aussi? Parce qu'on peut avoir la conscience, mais une mauvaise conscience. Mais on parle ici d'une conscience citoyenne qui est quand même fondamentale, un patriotisme même, ou un sentiment de nationalisme. Il faut préciser que tous les pays du monde qui se sont développés sur la base d'une jeunesse qui a pris conscience, mais aussi d'une jeunesse qui est devenue par essence patriotique. Par exemple, je prends le cas des États-Unis. L'Amérique d'abord. C'est ce qu'on a inculqué aux jeunes
dès les plus basses classes, l'Amérique d'abord. L'Amérique est meilleure, l'Amérique est première. Peu importe ce qu'on dit, c'est l'Amérique d'abord. Il faudrait que ce sentiment de nationalisme soit inculqué à la jeunesse. C'est la première formation qu'il nous faut. Après cela, on peut ajouter maintenant les compétences dans les domaines de santé, dans les domaines de gouvernance, d'éthique. L'éthique du point de vue administratif, dans les domaines de santé. Parce qu'on a des médecins, par exemple, c'est des jeunes, mais ils sont négligents. Donc, il faut travailler ce sentiment de patriotisme-là, cet amour de nous-mêmes et de ceux qui sont en face de nous. L'éthique, surtout dans la gestion également de ces deniers publics-là, ou bien de ces structures publiques, que ce qui appartient à tous également soit géré de manière efficiente et transparente également. La tire pour l'année 2025 qui est en cours, la majeure partie des élections qui se tiennent sur le continent se déroulent dans des pays francophones et 7 également des 10 élections sont prévues en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Certaines se sont déjà tenues, que ce soit au Togo ou bien au Gabon dernièrement. Certaines qui sont déjà tenues. Quelle contribution aujourd'hui des jeunes Africains pour la crédibilité des scrutins et pour la défense aussi des normes démocratiques? Au fait, normalement, une élection, c'est le seul instant de l'histoire d'un pays où on mobilise autant d'argent, autant de moyens humains en temps de paix. À part les élections, il n'y a pas un moment où, en temps de paix, un État peut assez se mobiliser pour mobiliser autant de fonds pour un événement. Il n'y en a pas. Donc, pour dire qu'une élection, elle est importante. Et elle doit être source de joie. Parce qu'il y a deux choses, normalement. Soit on a réélu une personne parce qu'il a bien travaillé, et là, on est content de l'avoir réélu. Soit on a dégommé une personne parce qu'il n'a pas travaillé, on a élu quelqu'un qui sait travailler. Donc, ça doit être un moment de joie. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a une élection en Afrique, tout le monde a peur dans un pays, et malheureusement. Donc, je pense qu'il va falloir maintenant qu'il y ait des élections en Afrique qui ne sont pas source de peur. Et il faut qu'on ait des élections, c'est vrai. Et parce que parfois je me dis que est-ce que les élections servent à quelque chose. Cela en appelle à interroger à nouveau le système démocratique ou bien même le système des scrutins. Et on reste avec ces jeunes-là qui, pour leur évolution politique et citoyenne également, font face à des défis complexes tels qu'aujourd'hui le manque de ressources et d'opportunités économiques, la répression politique, le déficit de représentation dans les institutions politiques, nous l'avons soulevé depuis tout à l'heure, le manque de formation politique formelle entre autres. Selon vous, comment relever tous ces défis-là? D'abord, il faut que les Africains investissent sur la jeunesse. C'est très important. Je pense qu'il va falloir qu'on ait des projets porteurs qui positionnent les jeunes en tant qu'acteurs stratégiques et partenaires stratégiques même de nos gouvernants. Je pense que c'est ça qui manque. Il va falloir que maintenant que les investisseurs, que les bailleurs, que les partenaires internationaux puissent mettre la jeunesse au cœur même des projets de l'Afrique. Parce que ce qui se passe pour la plupart du temps, c'est que les jeunes ne sont pas appuyés. Et j'aime pas cette expression qui dit « Ah, vous êtes jeune, il faut attendre ». Demain, c'est aujourd'hui. Parfois, le jeune africain, à 40 ans, tu as l'impression d'être jeune. Nous avons 40 ans, mais on a dit « On est jeune », mais en réalité, on est plus jeune. C'est parce qu'on nous a toujours fait part que vous êtes encore jeune. Vous vous réveillez maintenant, vous avez 55 ans. Ça veut dire que de jeunesse à vieillesse, c'est du tic au tac. Parce qu'on vous fait penser que vous êtes encore jeune, vous avez encore le temps, il faut patienter, il faut patienter. Demain, c'est aujourd'hui. Je pense que l'avenir, c'est maintenant. Il va falloir que maintenant que nos États investissent sur la jeunesse. Il va falloir que maintenant la jeunesse prenne ses responsabilités. Je le disais tantôt, le PASTEF au Sénégal a pris ses responsabilités en tant qu'acteur politique qui s'est positionné sur l'échiquier politique du Sénégal. Il va falloir que maintenant que ça puisse inspirer d'autres pays. 63 à 65% de la population qui a moins de 35 ans. Et qu'on ne se retrouve pas à avoir des présidents qui sont élus en tant que jeunes. Si la Constitution l'interdit, ok, 35 ans c'est vrai, mais entre 35 ans et 40 ans vous êtes encore jeune, je le disais tantôt. Et on peut se positionner à ce moment-là pour... Et ce qui est une invite également à éviter de davantage infantiliser ces jeunes-là et à les responsabiliser pour surtout leur permettre en tout cas de s'affirmer et de montrer ce dont ils sont capables également. Et Nathan, espace d'interaction entre usagers, de libre expression, de mobilisation citoyenne également, de polarisation même des fois de l'espace civique, de prolifération aussi de fausses informations. Les médias sociaux gagnent de plus en plus en influence et en impact. Mais selon vous, comment ces outils numériques impactent-ils également nos démocraties, les démocraties africaines? Nous sommes dans un cas d'école, le Sénégal. On a vu ce qui s'est passé avec les élections passées avant les élections. Nous pouvons dire que les médias sociaux ont joué un grand rôle dans la victoire du PASTEF.
Et donc, on peut dire que c'est un cas d'école. Pourquoi? Parce que ça montre au moins, de manière évidente, que la jeunesse peut se positionner par les réseaux sociaux et faire entendre sa voix et réussir. Donc, on a un président qui est jeune, avec un système qui est jeune. Ils sont repartis aux législatives, ils ont encore gagné avec ce même système-là. Donc, déjà, les médias sociaux, le cas du Sénégal, nous montre que la jeunesse peut se faire entendre de manière positive sur le point de vue des réseaux sociaux. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que ça a souvent des effets pervers. Parce que oui, on peut bien faire, mais on peut aussi très mal faire. On peut aussi faire de l'intox. Et c'est souvent ça le piège, beaucoup d'intox sur les réseaux sociaux. Et le grand problème des réseaux sociaux, et ce qui me fait beaucoup peur, c'est que les réseaux sociaux sont sans limite. Il n'y a pas de... On ne peut pas les réguler. C'est vraiment sans limite. Et pourtant, les fondateurs de ces réseaux sociaux également mettent en tout cas des politiques de régulation de leurs propres médias, ainsi que même certains États qui tentent de réguler ces réseaux sociaux. Oui, beaucoup d'États font des efforts, même le cas du Sénégal. Récemment, je crois qu'ils étaient en procès avec TikTok à cause de certaines pratiques, ils ont mis des restrictions. Mais même ces restrictions-là ne peuvent pas souvent contenir la masse qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais au-delà des restrictions, Nathan, est-ce qu'on ne doit pas plus aller également vers une éducation à l'usage de ces outils numériques et de ces médias sociaux-là? Effectivement, la sensibilisation reste importante. Sensibilisation et éducation. Sensibilisation pour attirer l'attention sur les effets pervers et les dangers. Éducation pour apprendre les gens à manier de manière positive l'outil, parce que c'est un outil, les médias sociaux. J'ai envie de venir sur ce que le docteur disait tout à l'heure. La jeunesse aujourd'hui doit marquer son pas au travers des médias sociaux, parce que si on n'a pas peut-être les voies administratives pour nous, on a de là un moyen de se faire entendre, surtout en ce qui concerne l'état de droit, etc. Parce que très souvent, on est un peu opprimé. On est relégué vraiment à la question de combien de personnes tu peux apporter, quelle est la masse que tu peux attirer. Après, c'est tout. Mais on a aussi une voix à faire entendre. Et je pense que les médias sociaux, c'est un canal important pour les jeunes de se faire entendre. Et les médias sociaux, un canal important pour ces jeunes-là. Nous avons d'ailleurs parlé des avantages et inconvénients. Elle attire comment la maîtrise des enjeux liés à ces outils numériques-là, ou bien même au numérique, peut contribuer à préserver et même à renforcer cet état de droit-là. En fait, parfois, les jeunes... quand on est dans un espace civique qui est restreint ou fermé, le seul moyen qu'ont ces jeunes-là de s'exprimer, c'est les réseaux sociaux. Moi, en tant que latir, peut-être il a 20 ans, j'avais des idées. Je voulais contribuer, je dis ce que je pense, mais je n'avais aucun moyen de le faire. Aujourd'hui, avec mon smartphone, je peux me connecter, aller sur le dire que je ne suis pas d'accord avec ceci ou cela. C'est mon droit aussi. Le droit d'expression, c'est protégé par la Constitution du Sénégal. Et en tant que personne, en tant que citoyen sénégalais, j'ai le droit aussi de dire ce que je pense. Bon, tant que je reste sur ce qui est légal, je veux dire. Je pense que aussi c'est un moyen pour ces jeunes-là. Parce que je disais tantôt, si les jeunes se démarquent de plus en plus de la politique pour s'engager sur la société civile. Parce que notre gala, là, on se retrouvait avec pas moins de 800 candidats qui ont postulé en 3 semaines. C'est pour dire qu'il y a cette soif de ces jeunes-là de s'engager, d'être accompagnés. Donc, si, par exemple, on prend en compte ces faits-là, on se rend compte que les jeunes sont dans le besoin de se faire former. Maintenant, pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un couteau à double tranchant. Il va falloir maintenant savoir comment l'utiliser. Si les jeunes sont assez bien formés, ils peuvent utiliser ces réseaux sociaux-là pour un peu, pas pour faire de la propagande, mais pour se faire former, pour dire ce qu'ils pensent et pour dire des choses qui peuvent aider l'État à prendre des décisions aussi. Parce qu'en fait, parfois, il ne s'agit pas de s'opposer pour... Non, il s'agit de dire ce que tu penses. Et si l'État avait utilisé à bon escient ces réseaux sociaux-là, les expressions qui sont faites par les jeunes à travers ces réseaux sociaux-là, il peut même changer sa politique de la jeunesse. Parce que parfois aussi, c'est des contenus qui sont très importants. Malheureusement, les gens ne se concentrent que sur des futilités quand il s'agit des réseaux sociaux. Et le gars-là dont vous parlez depuis tout à l'heure, c'est un programme de Gorée Institute, votre organisation, qui contribue en tout cas à renforcer le leadership des jeunes africains. Oui, c'est un programme que nous déroulons depuis 4 ans. Et chaque année, nous accompagnons une vingtaine de jeunes sur une durée de 4 à 6 mois, âgés de 18 à 35 ans, et qui contribuent un peu à avoir une valeur ajoutée sur la politique de leur pays à travers des documents de plaidoyer que je l'ai dit, sur des thématiques qui sont
très intéressantes, aussi à travers aussi, des formations que nous faisons en ligne sur beaucoup de domaines, gestion de projets, plaidoyer, civic tech, espace civique, mobilisation de ressources, vraiment des thématiques vraiment qui concernent les jeunes et qui les intéressent aussi. Et nous organisons des rencontres à Dakar, nous organisons un forum régional de la jeunesse où nous réunissons pas moins de 200 jeunes chaque année dans un pays de la CEDEAO, où nous donnons la parole aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et dire ce qu'ils pensent donc, de la manière dont les choses se passent dans notre pays et en Afrique de manière générale. Et ce qui est important également dans le cadre du renforcement des compétences de ces jeunes-là, mais surtout une forme de mise en réseau également de ces jeunes qui sont originaires de cet espace CEDEAO-là. Et Nathan, quel rôle, selon vous, peuvent jouer ces jeunes africains également dans le renforcement des institutions, que ce soit des institutions publiques nationales et même des institutions publiques régionales? Alors, quel rôle les jeunes peuvent jouer dans ces institutions? C'est déjà prendre une part active. Mais il y a quelque chose qui ne me dérange pas, mais qui est peut-être un peu difficile, c'est que parfois il faudrait qu'on vous accepte. Ça, c'est la première chose. Donc, si nous sommes acceptés, il faudrait prendre une part active et donner notre point de vue, donner nos idées, proposer. Moi, j'aime pas l'opposition qui s'oppose seulement. J'aime l'opposition qui participe. Ça aussi une opposition de proposition. De proposition, voilà, de proposition de solution. Mais il y a une autre chose importante. Il a évoqué, c'est que la jeunesse doit se faire accompagner, mais pas seulement vers la voie politique. Parce que aussi, il y a le côté entrepreneurial qui peut être un grand vecteur pour la jeunesse de faire entendre sa voix. Si les jeunes s'associent pour faire des entreprises viables, des entreprises qui sont aussi soutenues et portées par des investisseurs internationaux, pourquoi pas par l'État, subventionnées par l'État, des entreprises qui peuvent devenir fortes, ces jeunes-là peuvent avoir plus de voix avec les moyens en main. Parce qu'on sait qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent pour mener des politiques. Mais si on entreprend, on peut mieux se faire entendre. Et c'est possible. C'est possible en passant par des agences et des organisations comme celle du docteur, où les jeunes se trouvent en réseau. J'ai des compétences ici en informatique, j'ai des compétences ici en marketing, j'ai des compétences ici. On crée un réseau, une entreprise naît et on peut se faire entendre parce qu'on a quelque chose, on a une base. C'est possible et c'est également important puisque, comme on le dit souvent également, le développement précède la sécurité, le développement précède la stabilité. Et donc, c'est important aussi de penser à autonomiser ces jeunes-là pour mieux les responsabiliser également. Et Latir, j'aimerais vous interpeller également avant qu'on finisse sur la charte africaine de la jeunesse de l'Union africaine qui promeut la participation de la jeunesse dans la société en politique, le rôle également de la jeunesse dans le développement, l'engagement des jeunes en matière d'éducation, de santé, d'emploi, d'éradication de la pauvreté, d'environnement, de paix, de sécurité, de loi et même de culture. Selon vous, où en sont les jeunes africains aujourd'hui par rapport à ces différents points sur lesquels ils sont attendus? Je pense que les jeunes doivent travailler sur une chose qui est importante, qui est le plaidoyer. Vous savez, c'est des engagements qui sont pris par nos États. Les États africains sont très forts en ratification, en signature, sont très forts dans ça. Mais quand il s'agit de mettre en œuvre, il y a un problème qui se pose. Donc les politiques en matière de genre, les politiques en matière de jeunes, les États africains ont pratiquement tout signé. Ça veut dire qu'ils ont pris l'engagement de le faire. Maintenant, je pense qu'il s'agira maintenant pour la jeunesse, pour les organisations qui travaillent pour la protection des droits des jeunes, de vraiment se positionner en tant qu'acteurs de plaidoyer pour que ces États-là puissent respecter ces engagements-là. Parfois, les jeunes sont négligés, je m'excuse du terme, c'est la réalité. Et il va falloir maintenant se positionner. Le positionnement, c'est vrai que c'est l'engagement politique, c'est vrai que c'est l'engagement civique, mais aussi c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'il ne faut pas être trop attentiste. Il l'a dit tantôt. Je pense que si vous avez les moyens de faire votre politique, parce que la politique, ça demande des moyens. Si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas faire la politique. Ce n'est pas pour rien que les autorités maliennes disent que pour être candidat, il faut avoir 250 millions. Et ça, tout le monde ne peut pas être candidat dans ces conditions-là. Maintenant, il va falloir maintenant que si on tire là-bas, à cause là-bas un peu trop haute, il va falloir maintenant que vous vous donnez les moyens de votre politique. Maintenant, ici, par exemple, à travers l'entrepreneuriat, les jeunes peuvent se positionner sur le plan économique. Parce que si vous êtes victime d'une injustice sur le plan économique, si vous n'avez pas assez de moyens pour faire votre politique, vous ne pouvez pas vous positionner. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Donc, il va falloir que l'État accompagne ces jeunes-là. Non, ça, c'est une chose, parce que l'État a pris l'engagement de les accompagner. C'est vrai que les politiques des jeunes s'attardent.
Si on prend l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique, ça tarde. Le Sénégal est en train de travailler dessus. Il n'y a même pas 5 pays africains qui ont... Donc il y a un problème qui se pose. D'où l'intérêt, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de renforcer davantage les compétences de ces jeunes sur les questions de plaidoyer pour amener leurs États respectifs, en tout cas, à respecter leurs engagements vis-à-vis des organisations avec lesquelles ils ont ratifié, en tout cas, les textes relatifs à ces jeunes-là et au bien-être de ces jeunes. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Dr Latir Tine, chercheur en paix et sécurité. Latir, toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est partagé. C'est toujours un plus grand plaisir pour moi de revenir à la maison. Et merci également à Joël Nathan Ombago. Un plaisir également, Nathan, analyste politique. Toujours aussi un plaisir de partager le plateau. Merci beaucoup, Daouda. Merci beaucoup. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.